Hier, nous parlions sur le Cambodge d'un fatalisme, le fatalisme humide par l'environnement et les moussons fréquentes. Là, il y a une forme de fatalité aussi. Une petite différence, et je réponds à un auditeur, il disait, oui, vous entrez dans des généralités très de journalistes, alors déjà, c'est pas sympa à l'égard des confrères, sur les pays pauvres. De temps en temps, effectivement, on stigmatise un pays en disant qu'il est pauvre. Pour faire la différence entre, par exemple, le Sénégal et le Cambodge, le PIB par habitant par an est de $500 par personne au Sénégal, et il est deux fois moindre en Cambodge, pour donner quand même les situations et les comparaisons, si on peut faire des comparaisons. C'est dire s'il y a pire encore que, hélas, le Sénégal. Mais vous parlez de l'accoutumance à la soumission. Comme si on avait connu mieux et que finalement, bon an, mal an, on s'enfonçait de plus en plus dans cet état d'abandon. Oui. Mais est-ce qu'il y a eu un mieux, excusez-moi de cette question banale? Eh bien, oui, avant effectivement, ces 30 ans de sécheresse font que Moussa me disait qu'avant, il y avait beaucoup plus de champs, il y avait beaucoup plus d'agriculteurs. Et le fait, cette aridité a rendu le pays encore pauvre, encore plus pauvre. Il y avait certains artisans, puisque quand les agriculteurs vendaient leurs légumes, etc., il y avait de l'argent, donc ils achetaient un peu plus d'artisans. Les artisans ont été obligés de partir à Dakar. Donc ça allait, me disait-il, mieux il y a une trentaine d'années, cette aridité, cette sécheresse a vraiment amené énormément de pauvreté. Alors, il y a un exode rural, effectivement, mais qui passe, d'après ce que l'on peut voir ou entendre de l'Afrique, qui passe par la jeune population, évidemment très attirée par la ville. Oui. Est-ce que c'est un mouvement qui se dessine aussi au Sénégal, et les enfants des campagnes vont tenter leur vie en ville avant de s'écraser oui, devant l'abandon et la solitude, ouais. Parce que je crois que la pauvreté est encore plus difficile dans une grande ville qu'à la campagne. Certains d'entre eux reviennent et pourtant certains d'entre eux n'osent pas revenir non plus à la campagne de peur de dire qu'ils n'ont pas réussi. Aussi, il y a ça. Donc on préfère rester dans... Mais je crois qu'il faut avant tout mettre en avant des volontés comme celle de Moussa, mais c'est une volonté qui regroupe des volontés collectives par l'association, ou grâce à des choix comme les siens et à des activités, il donne vraiment un espoir. Ouais. Exemple d'activité à Dakar, lorsqu'il va récupérer, on peut le dire comme ça, les enfants des rues, ou les ados, ou les adultes aussi. C'est un apprentissage, un travail manuel. Oui. Et une de ses fiertés, par exemple, on marche à Dakar, il me dit, tu vois, celui-là, il sortait de prison, on l'a aidé, regarde, maintenant, il est devenu cordonnier. Bien, donc, je crois que c'est surtout ça qu'il faut mettre en avant. C'est vrai, quand on parle des pays pauvres, on s'attarde toujours sur cette pauvreté, etc. Mais il y a tellement... Il y a des personnes qui ont de telles volontés, de tels savoirs aussi, c'est des savoir-faire également. Donc c'est ça qu'il faut mettre en avant. Et Moussa me donne un espoir fou par rapport à ça. Alors les jeunes garçons qui sont attirés par les lumières de la ville, grande image qui est véhiculée aussi par la télé, qui arrive dans tous les villages. Et puis de l'autre côté, il y a une autre malédiction, entre guillemets, africaine et féminine, c'est l'excision. Et vous avez une discussion avec Astou et Ami, qui sont... C'était les jeunes à qui je donnais des cours pour réviser le brevet. Hein. Et une discussion intéressante sur l'excision. Je ne m'attendais pas à une question aussi directe, parce donc Ami prend la parole et me demande ce que je pense de l'excision. Je ne m'attendais pas à une question aussi directe, pensant que ce sujet devait être abordé avec discrétion et pudeur. L'étonnement passé, je lui réponds que je sais que pour certains Africains, surtout parmi les plus anciens, cette coutume devrait être maintenue. Pourquoi, d'après toi? Beaucoup pensent que toute tradition est bonne à garder quand elle appartient à une culture depuis des siècles. S'en débarrasser pourrait remettre en cause les habitudes et les croyances. Et pour eux, il n'en est pas question, puisqu'ils pensent que l'excision est l'assurance d'avoir une femme vierge le jour de son mariage. Astou prend la parole avec l'énergie de la future femme qui trouve inacceptable cette mutilation. Moi, j'ai déjà discuté avec des femmes qui se sont faites exciser. Elles ont terriblement souffert en plus. Elles disent qu'elles n'arrivent pas à avoir le plaisir avec leur mari. Pire, ajoute Médina, fille adoptive de Moussa, après l'excision, ma cousine m'a dit que son sexe n'est plus qu'une cicatrice douloureuse à chaque rapport. Toutes les fois que son mari lui demande de faire l'amour, elle n'a qu'une envie, c'est de partir en courant. Elle n'ose pas lui dire comme elle souffre, elle a honte. Et Ami prend la parole émue. 2 filles de mon village sont mortes après l'opération. L'une d'elles était ma meilleure amie. Et ça, c'est une tradition qui est toujours en vigueur et qui est toujours imposée par les hommes,
par la religion? Oui, alors il y a une loi qui passe au Sénégal. C'est interdit maintenant, hein, depuis 98-99. Mais il faut savoir que cette ceinture-là des pays africains, toute la région du Sahel, le Centrafrique en fait, hein, eh bien, il y a encore une dizaine d'États où l'excision, où une grande majorité des femmes sont excisées. Et c'est des millions de femmes qui meurent par an. Oui, mais comment on peut contrôler dans les villages pour savoir si la pratique se fait encore ou pas? Ben, ça peut pas se contrôler. Bah oui. Non. Donc les anciens, j'imagine, imposent toujours Ah bah oui. Oui, il y avait eu le cas de Sénégalais qui étaient partis en France avec leur petite fille et qui avaient été, parce qu'ils ne voulaient pas que leur petite soit excisée, ils ne pouvaient pas revenir au Sénégal tellement ils avaient peur des représailles. Heureusement, il y a un espoir et l'espoir passe par les femmes. Oui. Les femmes qui créent, alors, dans certains pays d'Afrique, ça se fait déjà depuis quelque temps, et en particulier au Sénégal, sont des coopératives de crédit. Oui. Elles appellent ça la banque des femmes. Oui. C'est-à-dire que c'est encore une économie de survie et elles ont trouvé le moyen de donner les moyens aux plus pauvres, donc de prêter des toutes petites sommes d'argent que ces personnes-là devront rembourser. Et il ne faut pas un crédit de plus de 7 mois. Et pour ça, elles les accompagnent pendant 1 an. Elles leur apprennent à épargner. Alors, c'est quelques francs par semaine. Et une fois que la personne a su épargner quelques francs par semaine, elles lui disent, bon, ben, c'est bon maintenant, tu peux prendre un crédit. Mais bien sûr, il faut proposer un projet qui est intéressant. Et si le projet est intéressant, donc, on lui prête l'argent. Et il y a une personne de la Banque des femmes, une des femmes, donc, qui va l'accompagner pendant 1 an. Et cette personne devra la rembourser au bout de 7 mois. Ouais. Alors, vous avez le voisin de Moussa qui est tailleur, le oui, monsieur. Oui. Qui n'a pas beaucoup d'argent, il a une vieille singère qu'il emprunte régulièrement, enfin chaque jour. Et puis il fait des costumes sur mesure. Et vous lui dites, mais si vous voulez faire fructifier, acheter du tissu, proposer davantage de réalisations, faites comme les femmes, enfin allez les voir et empruntez. Et lui refuse. Oui, il refuse. Alors, c'est la dignité masculine. Voilà, alors j'ai essayé de trouver plusieurs réponses. Ça peut être ça peut être aussi déjà que je n'y arrive pas. Comment je vais pouvoir y arriver? Donc déjà, dans sa pensée, c'était j'arrive déjà à peine à envoyer quelques sous à ma famille par semaine. Donc pour lui, ça pouvait être impensable. C'était peut-être aussi, c'était une histoire de femme. Donc j'ai pas forcément envie de me mettre là-dedans. Alors je sais que j'avais soumis à Gilles donc l'idée en lui disant écoute, essaye quand même. Et en fait il m'avait écrit en me disant non, ben en fait il a pas pu. Et je lui en veux beaucoup. Les turbines se mettent en route. Des nuages gris, puis noirs, se dessinent rapidement à bâbord. Une pluie inquiétante frappe violemment les fenêtres. 5 minutes plus tard, je monte sur le pont. Le mal de mer m'assaille immédiatement. Il faut 6 heures au bateau pour couvrir les 250 kilomètres qui séparent Dakar de la Casamance. Je tiendrai ma tête au-dessus de la poche pour voyageurs sensibles au mal de mer pendant 5h45. Lorsque nous arrivons à Ziguinchor, l'équipage reconnaît avoir rarement fait une traversée aussi mauvaise. À la sortie du bateau, je m'assois à l'ombre d'un acacia pour retrouver des couleurs. Ma pâleur inquiète Gilles, mais 5 minutes de repos suffisent à oublier ce petit enfer marin. De la ville, je découvre les avenues bordées de hauts cocotiers et les maisons coloniales en état de délabrement plus ou moins avancé. Elles témoignent d'un passé glorieux. Ce chef-lieu de la Casamance fut un comptoir fortifié et devint au début du XXe siècle un centre commercial prospère. Aujourd'hui encore, il a gardé cette vocation et de nombreux marchands viennent de Guinée-Bissau, du nord du Sénégal, de Mauritanie ou de Gambie pour proposer leurs paniers de poissons, de légumes et de fruits. De nombreuses ethnies se partagent la région, les Diola, les Mandingues, les tout couleurs. Choc des images aussi en Afrique noire avec Francis Bretonneau-Seguin, parce que lorsqu'on sort de Dakar, on va au port de Dakar, on sort de la ville qui est étouffante par moments avec la circulation, les enfants sur les trottoirs qui sont parfois à hauteur des pots d'échappement, lorsqu'il y en a, parce que c'est parfois vraiment bricolé. Vous prenez un ferry très climatisé avec les hôtesses, enfin, on entre dans le grand tourisme, c'est d'un confort. Oui. Et d'ailleurs, grand contraste. Et au passage, je voudrais signaler, vous êtes prise d'un doute
à un moment de votre parcours en allant vers la Casamance, parce que vous allez connaître une étape avec tous les atouts du confort, un hôtel, une vraie table, un vrai restaurant. Oui. Et il y a presque une peur de revenir à l'état d'origine, à revenir au village, au système basique de vie. Il y a une frayeur, comme presque peut-être une nostalgie de la France. Enfin... Non, pas du tout. C'est-à-dire que j'ai eu besoin de prendre sur moi par rapport au manque de confort dont vous parliez. Et donc, il m'a fallu en prendre un peu sur moi pour faire abstraction de tout ça. Donc, on finit quand même par en faire réellement abstraction. Et ce retour au confort, c'est difficile d'y goûter pour pouvoir après revenir à quelque chose auquel on s'était habitué. Et c'est ce contraste-là qui m'a un peu déstabilisée pendant quelques jours. Et c'est d'autant plus dur que de se dire que mais ces gens-là, ils vivent ça tout le temps. Et moi, je sais qu'un jour, je partirai. Mais eux, ils sont dans cette difficulté-là. C'est leur quotidien. Et ça vous écrase d'autant plus, quoi. Étape donc à Ziguinchor, on dit, oui. où là vous rencontrez le frère de Gilles, ami de Moussa Diop, Gilles qui a fait la route avec lui. Mbaye, frère de Gilles, a créé une association qui est IDA Informatique et Développement en Afrique. Oui, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que je ne m'attendais absolument pas à ça. Donc on rentre dans une maison tout à fait modeste et cet homme qui me parle de son association, qui me donne les plaquettes, qui m'explique tous ces agronomes qui sont là, ces ingénieurs qui sont là et qui ne demandent qu'une chose, c'est à travailler, qui font des projets et qui attendent d'avoir l'argent. Il y a 3 choses qui m'ont vraiment frappé et je voudrais les signaler parce que l'heure passe très très vite. Vous allez avoir une étape où vous allez être hébergé par Omar qui est prof dans un lycée du village qui a d'habitude au lycée une centaine d'élèves par classe et qui est très très heureux d'annoncer que cette année il n'en a que 60 et que donc il travaille dans d'excellentes conditions. Enfin, je sais qu'il ne faut pas faire la comparaison puisqu'il ne faut pas venir avec ses propres bagages culturels en Afrique. Mais malgré tout, lorsqu'on entend les plaintes et les conditions de travail ici et on découvre celles qui sont celles de l'Afrique, quand même, faut limiter nos... Oui, mais vous savez, je crois qu'il vaut mieux avoir 40 élèves attentifs que 10 qui n'ont pas envie d'apprendre. Oui, avis aux amateurs. Deuxième message, c'est quand même à Tivouane, ce village quand même en partie désœuvré, il y a une immense construction au milieu et vous vous demandez à Moussa à quoi correspond cette construction. Il vous dit c'est la mosquée qui est rutilante, qui est belle. Oui, qui vient juste de sortir de terre, et à tel point qu'au départ j'ai cru que c'était un terrain un stade de foot carrément. Et en fait non, c'était cette mosquée, et j'ai été d'autant plus surprise de trouver ça dans ce village aussi pauvre, et j'étais quand même un peu révoltée en disant mais que disent les gens par rapport à ça. Mais dit-il, ils en sont très fiers parce que ça montre que leur alors le mot m'échappe, excusez-moi. J'en prie. Pas le prêtre, le marabout. Le marabout, merci. Oui. Que le marabout est d'autant plus puissant. Je vais dire l'imam, mais non, là c'est un marabout. Le marabout est d'autant plus puissant. Donc au contraire, ils en sont très fiers. Et la maison du marabout est quelque chose d'exceptionnel aussi. C'est un véritable temple par rapport aux maisons des habitants. Je l'ai pris pour un hôtel, moi. Et la troisième question aurait porté sur les enfants, mais on n'aura pas le temps d'en parler. Donc je vous propose à toutes et à tous de faire une pause à Tivouane. Comme ça, vous aurez peut-être la réponse à vos questions aussi. Pause à Tivouane, le récit de voyage aux éditions de l'Harmattan de Francis Bretenou-Seguin. Merci beaucoup et à bientôt.